Merci pour l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, avec Agnès, on va vous faire une présentation à deux voix. On va se passer la parole plusieurs fois. On va vous parler de santé digestive. Donc, pour commencer, là, je vais vous présenter très rapidement un rappel de l'organisation de l'appareil digestif. D'abord chez l'homme, puisqu'il y a des enjeux très importants pour la santé digestive humaine. Donc, on a le transit des aliments qui va passer par l'estomac, puis l'intestin grêle, avant d'entrer dans le gros intestin. On peut distinguer différentes régions, notamment le cécum dont je vais reparler et le côlon. Mais on va aussi parler de modèles animaux et notamment de modèles de souris dont Agnès parlera plus précisément. On peut retrouver une organisation de l'intestin qui est globalement similaire avec quelques particularités, par exemple un cécum qui est cette partie du gros intestin très développée chez la souris, et Agnès reparlera tout à l'heure de ce cécum. Et donc, moi, je vais vous parler plus précisément du porc, qui peut être à la fois considéré comme une espèce modèle pour l'homme, mais qui est également une espèce d'intérêt majeur pour l'agriculture. Donc, plus précisément, on va vous parler de l'épithélium intestinal, qui est donc la couche de cellules qui va border l'intestin et qui va être en interaction directe avec le contenu de l'intérieur de l'intestin, et en particulier le microbiote intestinal, qui est cette communauté de micro-organismes qui colonisent l'intestin. Et donc, ensemble, l'épithélium intestinal et le microbiote vont donc conjointement contribuer à la digestion des aliments, et l'épithélium va pouvoir absorber les nutriments, ce qui va permettre de répondre à la fonction de nutrition et de réguler le métabolisme de l'organisme de l'hôte. Et la deuxième grande fonction de l'épithélium intestinal, c'est sa fonction de barrière, puisqu'en fait, le microbiote et l'épithélium vont conjointement permettre de lutter contre des toxines alimentaires, des contaminants, mais également contre des pathogènes. Et donc, dans la présentation, Agnès vous montrera des exemples avec les salmonelles, qui sont des bactéries pathogènes intestinales, et je vous présenterai quelques exemples de toxines produites par des champignons. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, on comprend qu'il est nécessaire de disposer de modèles d'études de l'épithélium intestinal. Donc, c'est possible de travailler in vivo. Le problème, c'est que ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, et ça ne correspond pas à la règle des 3 R de l'éthique en expérimentation animale, qui consiste à réduire, raffiner et remplacer autant que possible le recours à des expérimentations avec des animaux vivants. Donc, c'est dans ce contexte que sont utilisées également des expérimentations in vitro qui vont permettre d'adresser l'ensemble de ces limites, tout en permettant de faire des criblages d'un grand nombre de composés ou de traitements expérimentaux donc in vitro qui ne seraient pas réalisables in vivo. Et puis, ces modèles vont également permettre d'identifier quels sont les mécanismes d'action cellulaire et moléculaire dans un système simplifié. Donc, si on veut modéliser in vitro l'épithélium intestinal, c'est d'abord important de bien comprendre comment est organisé cet épithélium in vivo. Donc ici, on a une représentation schématique avec... pardon, je vais mettre le pointeur laser. Est-ce que ouais, vous voyez. Donc, avec ici dans l'intestin grêle, l'épithélium qui est formé par cette couche de cellules qui borde la muqueuse intestinale, c'est organisé en cryptes et en villosités. Et au fond des cryptes de l'épithélium intestinal, il y a des cellules souches qui sont des cellules qui vont se diviser continuellement et donner naissance à des cellules filles qui progressivement vont être expulsées en dehors du fond des cryptes. Et en sortant de la zone du fond des cryptes, ces cellules vont d'abord subir une phase de prolifération intense. On parle de cellules progénitrices. Et ces cellules vont ensuite poursuivre leur migration vers le sommet des villosités. Et au cours de cette migration, elles vont pouvoir se différencier sous l'influence de voies de signalisation. Deux grands types cellulaires, les cellules absorbantes, qui représentent à peu près 80% des cellules, donc qui vont absorber les nutriments, l'eau, les électrolytes, et puis les cellules sécrétrices, comme les cellules sécrétrices de mucus. C'est bon, Sandra ? Et donc, il y a des cellules absorbantes, mais il y a aussi des cellules sécrétrices, notamment des cellules sécrétrices d'hormones, qu'on appelle les cellules entéroendocrines, ou les cellules caliciformes qui sécrètent du mucus. Et donc, en fait, on peut voir ici quelques caractéristiques qui sont très importantes à mimer quand on va vouloir modéliser l'épithélium intestinal in vitro. Donc, ça va être cette organisation complexe en 3 dimensions, le renouvellement permanent grâce à la présence de cellules souches qui vont pouvoir donner naissance à l'ensemble des types cellulaires de l'épithélium intestinal. Donc, le problème, c'est que les modèles conventionnels qui ont été utilisés dans le passé, in vitro ou ex vivo, ils ne reproduisent pas toute cette complexité de l'épithélium intestinal qu'on peut voir ici in vivo.
Donc, il y a des lignées cellulaires qui sont, par exemple, les lignées cellulaires CACO2 humaines ou les IPEC-J2 porcines. Le problème, c'est que ces cellules, elles vont pousser sous forme de monocouches en 2 dimensions, donc à plat. Elles ont des altérations génomiques qui expliquent en fait pourquoi elles prolifèrent de manière spontanée in vitro. Elles ne permettent pas de reproduire toute la diversité cellulaire de l'épithélium. Et en fait, pour beaucoup d'espèces, dont des espèces domestiques d'élevage, ce type de lignée cellulaire n'existe pas. Il existe aussi des modèles qu'on appelle de culture primaire. Donc là, ça va consister en fait à mettre en culture un fragment d'intestin in vitro. Mais le problème, c'est que la viabilité va être très limitée, généralement à moins d'une journée. Et donc, on va avoir besoin de répéter les prélèvements sur des animaux pour pouvoir mettre en place ce type de culture, donc ce qui ne correspond pas totalement à la règle des 3 R. Donc, c'est dans ce contexte qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, il y a une nouvelle méthode qui a été développée, donc on appelle donc les cultures d'organoïdes intestinaux. C'est une méthode qui est basée en fait sur la compréhension des grandes voies de signalisation qui ont lieu au niveau des cryptes de l'épithélium intestinal, où se trouvent donc au niveau de leur fond les cellules souches. Et en fait, les travaux ont permis d'identifier des grandes voies de signalisation qui existent sous forme de gradients qui permettent de définir ce qu'on appelle la niche des cellules souches. Donc, c'est ce micro-environnement qui permet au fond des cryptes de maintenir une population de cellules indifférenciées de cellules souches. Et donc, en fait, le principe de la culture des organoïdes, ça va être d'abord d'isoler ces cryptes épithéliales qui contiennent des cellules souches. Et on va mettre ces cryptes en culture dans un gel de protéines de matrice extracellulaire qui vont apporter un support pour la culture en 3 dimensions des organoïdes. Et on rajoute un milieu de culture qui va permettre de reproduire cette niche des cellules souches. Et donc, dans ces conditions, à partir d'une seule cellule, on va réussir en quelques jours à obtenir des structures tridimensionnelles qui sont auto-organisées, qui sont formées d'une seule couche de cellules épithéliales, comme dans l'intestin in vivo, organisées autour d'une lumière qui est vide. Et il va y avoir la formation de bourgeons qui va correspondre à des domaines qui ressemblent aux cryptes épithéliales. Donc, dans ce modèle, on a la structure tridimensionnelle qui est reproduite. Les cellules, elles proviennent des cellules souches. Il va y avoir une diversité de cellules épithéliales qui vont pouvoir être générées. Il n'y a pas d'altération génomique puisque c'est les cellules souches elles-mêmes qui permettent le renouvellement de l'épithélium. Ces cellules, elles vont être dérivées de l'espèce d'intérêt, donc notamment pour ce qui nous intéresse dans le laboratoire, des espèces pour lesquelles on n'a pas forcément de lignée cellulaire disponible. Un intérêt des organoïdes, c'est de pouvoir maintenir le génome des animaux, des individus dont les organoïdes sont issus. Et donc, on va pouvoir étudier la diversité génétique in vitro. Et puis, on va pouvoir cryoconserver ces organoïdes pour pouvoir les réutiliser dans un grand nombre d'expériences, ce qui correspond tout à fait à l'application de la règle des 3 R. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Agnès qui va nous parler des organoïdes de souris. La recherche en infectiologie s'appuie largement sur l'expérimentation animale. Et dans notre société actuelle, la place de l'animal a énormément évolué et l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales est remise en question. Des modèles alternatifs tels que les organoïdes sont en cours de développement. Et si on prend l'exemple des organoïdes intestinaux, comme Martin vient de vous le dire, on retrouve la diversité cellulaire, l'architecture du tissu, mais par contre, l'environnement tel que le microbiote, les cellules immunitaires, les cellules neurales sont absentes. Comme nous le savons, le microbiote joue un rôle prépondérant dans la fonction de barrière intestinale. Et donc, nous sommes posé la question si les organoïdes intestinaux étaient un bon modèle pour modéliser les infections entériques. Pour répondre à cette question, nous avons choisi une entérobactérie qui s'appelle Salmonella typhimurium, qui est responsable de gastroentérite chez l'homme, de fièvre typhoïde chez les rongeurs et de portage asymptomatique chez les volailles. Je suis sûre que vous connaissez tous cette bactérie, elle fait régulièrement la une de l'actualité. Donc, après contamination par voie orale, la bactérie va se retrouver au niveau de l'intestin où elle va pouvoir adhérer et coloniser l'épithélium intestinal. Il a été mis en évidence que Salmonella se retrouve au niveau des cryptes intestinales
où se trouvent les cellules souches et les progéniteurs, cellules permettant l'autorenouvellement et la réparation de l'épithélium intestinal. L'impact de Salmonella sur ces cellules n'étant pas bien caractérisé, nous nous sommes donnés comme objectif de comparer l'impact de Salmonella sur la prolifération cellulaire intestinale dans un modèle in vivo versus un modèle organoïde intestinal. Comme modèle in vivo, nous avons choisi des souris C57 Black 6 qui sont sensibles à Salmonella et qui sont communément utilisées par les scientifiques pour étudier la pathologie liée à Salmonella. 4 jours post-infection, des symptômes apparaissent et une différence au niveau du poids des souris est observée lorsqu'elles sont infectées par Salmonella. 4 jours post-infection, les souris sont euthanasiées et nous avons choisi de nous focaliser sur le sécom car précédemment, nous avons mis en évidence que Salmonella colonisait préférentiellement ce segment lors de la colonisation de l'intestin de ces souris. Pour étudier la zone de prolifération qui comprend les cellules souches et les progéniteurs, nous avons regardé la taille des cryptes après coloration hématoxyline et eosine, et nous avons mesuré les longueurs de cryptes au niveau des sécoms de souris infectées par Salmonella que nous avons comparé donc au lot contrôle gavé avec de l'eau. Comme vous pouvez le voir donc, sur ces images et sur cette quantification, les souris ayant été infectées par Salmonella ont une longueur de crypte beaucoup plus longue que les souris gavées avec de l'eau. De plus, nous avons réalisé des marquages Ki67 qui sont marqueurs de cellules en prolifération. Et comme vous pouvez le voir sur ces images et sur cette quantification du nombre de cellules Ki67 positives par crypte, on observe une augmentation du nombre de cellules Ki67 par crypte lorsque les souris sont infectées par Salmonella par rapport au lot contrôle. Donc, ces résultats nous permettent de mettre en évidence que l'infection par Salmonella augmente la prolifération des cellules sécales intestinales, c'est-à-dire les cellules souches et les progéniteurs. La prolifération cellulaire est principalement contrôlée par 2 voies, la voie Wnt et la voie EGFR. Donc, pour étudier quelle voie pourrait être impliquée lors de l'infection par Salmonella, nous avons purifié des cryptes de souris infectées et de souris non infectées. Et nous avons regardé l'expression de gènes spécifiques, tout d'abord liés aux cellules souches et à la voie Wnt. Et comme vous pouvez l'observer ici, les souris qui ont été infectées par Salmonella expriment une diminution significative des gènes des cellules souches et de la voie Wnt par rapport aux souris contrôle. Lorsqu'on regarde la voie EGFR, on a pu mettre en évidence que dans les souris infectées par Salmonella, on a une augmentation significative d'activateurs de la voie EGFR tels que AREG et REG. Par contre, ce n'est pas le cas de l'EGF. Et nous avons une diminution significative d'inhibiteurs de la voie EGFR tels que LRIG1 et TIM2 lorsqu'on compare avec les souris non infectées. Donc ainsi, ces résultats montrent que in vivo, l'infection par Salmonella induit une augmentation de la prolifération
des cellules sécales intestinales, mais il semblerait que ce ne soit pas lié aux cellules souches, ce qui suggère que ça serait lié plutôt aux cellules progénitrices. Nous avons pu également mettre en évidence que cette prolifération serait une action soit directe ou indirecte de la voie de signalisation de l'EGFR. Qu'est-ce qu'il en est dans le modèle organoïde intestinal? Donc, pour répondre à cette question, nous avons purifié donc, des cryptes dérivées de sécom de souris C57 Black 6 et nous les avons mises en culture dans une matrice extracellulaire appelée matrigel en présence donc, de facteurs de croissance et de différenciation afin d'obtenir un organoïde mature en une semaine. Nous avons bien sûr caractérisé ces organoïdes afin de vérifier que la complexité cellulaire est bien retrouvée dans nos organoïdes. Nous avons réalisé des immunomarquages, nous avons quantifié donc, différents gènes spécifiques de ces cellules et nous avons regardé des ultrastructures en microscopie électronique à transmission. Comme vous pouvez l'observer ici, on observe des cellules chromogranines A positives qui sont des cellules entéro-endocrines. On observe ici par microscopie électronique des cellules caliciformes. On observe une polarité où le noyau des cellules est localisé du côté basolatéral et nous observons également entre les cellules des jonctions serrées. Nous observons également des vésicules noires qui sont caractéristiques des cellules sécrétrices. Donc, dans l'ensemble, notre modèle organoïde récapitule la hiérarchie intestinale dérivée des cellules souches ainsi que la fonction de barrière. Mais dans nos modèles, le côté apical, qui est l'interaction première de notre pathogène avec l'épithélium intestinal, est retrouvé à l'intérieur de l'organoïde. Donc, comment favoriser aux bactéries l'accès au pôle apical de l'épithélium? Et pour cela, nous avons testé différentes techniques que je vais vous présenter avant d'avoir choisi celle qui correspondait le mieux pour répondre à notre question scientifique. Donc, tout d'abord, pour pouvoir favoriser l'accès aux côtés des bactéries au côté apical de l'épithélium dans un organoïde en 3 dimensions, il suffit de micro-injecter directement au cœur de l'organoïde les bactéries. Donc, pour cela, vous avez besoin d'un système pour micro-injecter directement les bactéries à l'intérieur. Donc, je vous ai mis une vidéo. Donc, l'objectif était de vous montrer la micro-injection d'un organoïde. Donc, il est possible de micro-injecter des bactéries fluorescentes et de les visualiser au microscope. L'inconvénient de cette technique, c'est que du coup, on peut micro-injecter peu d'organoïdes à la fois, que lorsqu'on retire l'aiguille qui a permis la micro-injection, on a pu observer une fuite du pathogène dans le milieu extracellulaire. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas micro-injecter tous les organoïdes. Afin de pouvoir retrouver les organoïdes micro-injectés, on peut réaliser du coup que des analyses par microscopie. Donc, nous n'avons pas retenu cette technique pour étudier l'impact de Salmonella sur la prolifération cellulaire. Il ne veut pas? Je clique. Ah, c'est bon. Une autre technique est d'inverser la polarité des organoïdes.
Donc, comme vous le savez, pour obtenir une structure en 3 dimensions, nous cultivons les organoïdes dans une matrice extracellulaire. Et en enlevant cette matrice extracellulaire, quand vous avez un organoïde qui commence à se différencier, vous inversez la polarité. Et donc là, il suffit juste d'ajouter les bactéries dans le milieu extracellulaire et vous pouvez observer l'entrée de la bactérie du côté apical, comme vous pouvez le voir ici sur ces images de microscopie confocale. Dans nos mains, nous nous sommes rendus compte que tous les organoïdes, la polarité de tous les organoïdes n'était pas inversée. Environ 20% des organoïdes avaient une polarité où le côté apical était à l'intérieur. Et nous nous sommes également rendus compte que nous ne pouvions pas garder les organoïdes infectés longtemps en culture, car les organoïdes étant en suspension, ils ont tendance à former des agrégats, voire à fusionner ensemble. Donc, nous n'avons pas retenu cette technique. Une autre technique consiste à cultiver donc les organoïdes en monocouche, c'est-à-dire à plat, sur une membrane poreuse appelée puits hémi-perméable. Donc, il suffit de dissocier les organoïdes 3D pour les ensemencer donc, sur notre membrane. Et nous pouvons obtenir donc un tapis en monocouche où nous avons les microvillosités du côté apical. Nous pouvons également observer des jonctions serrées entre les cellules. Nous pouvons visualiser des cellules caliciformes et également des cellules sécrétrices. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut suivre la perméabilité en mesurant la résistance transépithéliale de la monocouche. Il est facile de les infecter puisqu'il suffit d'ajouter directement du côté apical les pathogènes et c'est ce que nous avons fait. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette image de microscopie électronique à balayage, il est facile d'observer l'entrée des bactéries dans les cellules ainsi que les réarrangements membranaires au site d'entrée. Mais également, avec cette technique, nous nous sommes rendus compte que nous étions limités dans le temps, puisque la bactérie se multipliant dans les cellules, cela entraîne l'élimination de la cellule dans le milieu extracellulaire. Donc, pour pouvoir étudier à long terme l'impact de Salmonella sur la prolifération cellulaire, nous avons choisi de dissocier des organoïdes 3D et de les infecter avec Salmonella avant de les remettre en culture donc dans cette matrice extracellulaire pour pouvoir suivre à long terme la formation d'un nouvel organoïde. Comme nous voulions favoriser la prolifération induite par Salmonella, nous avons enlevé l'EGF du milieu que nous utilisons pour cultiver nos organoïdes et nous avons ajouté des antibiotiques pour empêcher la multiplication extracellulaire des bactéries. Dans un premier temps, nous avons donc vérifié que nos cellules étaient bien infectées par Salmonella et nous avons regardé dans le temps, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphe, que les bactéries étaient bien capables de se multiplier à l'intérieur des cellules au bout de 2 jours. Au microscope optique, nous avons pu observer une différence de taille au niveau des organoïdes issus de cellules dissociées et infectées par Salmonella par rapport aux organoïdes dérivés donc des cellules non infectées.
Nous avons mesuré le diamètre des organoïdes et nous avons pu mettre en évidence une augmentation significative du diamètre des organoïdes lorsque les organoïdes sont dérivés de cellules dissociées infectées par Salmonella par rapport donc aux cellules non infectées. Ce qui suggère donc que Salmonella contrôle la prolifération cellulaire dans le modèle organoïde et nous l'avons validé en ajoutant de la thymidine tricier dans le milieu de culture. Donc, la thymidine tricier est un marqueur de prolifération qui s'incorpore lors de la division cellulaire et nous avons pu ainsi mettre en évidence donc, une augmentation significative de l'incorporation de la thymidine tricier dans les organoïdes initialement dérivés des cellules infectées par rapport donc, aux organoïdes dérivés des cellules non infectées. Donc, ces résultats nous permettent de mettre en évidence que l'infection par Salmonella augmente également la prolifération des cellules sécales intestinales dans le modèle organoïde. Nous avons bien sûr regardé les voies de signalisation et comme in vivo, nous avons pu mettre en évidence une diminution significative des marqueurs des cellules souches et également donc une augmentation significative des activateurs AREG et EREG des voies EGFR et une inhibition significative donc de l'inhibiteur de l'EGFR LRIG lorsque les organoïdes ont été infectés par les cellules dissociées des organoïdes ont été infectées par Salmonella par rapport aux cellules contrôle. Donc, pour conclure, ces résultats nous permettent de mettre en évidence que l'infection par Salmonella contrôle également la prolifération des cellules souches et sans doute les progéniteurs via la voie de signalisation de l'EGFR, comme cela est, nous l'avons montré dans le modèle in vivo. Donc, j'espère vous avoir convaincu que pour étudier la prolifération cellulaire, le modèle organoïde est un excellent modèle. À l'heure actuelle, au laboratoire, nous avons développé le modèle organoïde aviaire et j'ai accès à des échantillons humains qui me permettent également de produire des organoïdes intestinaux humains. Maintenant, notre objectif est de pouvoir étudier l'impact de Salmonella sur ces différents modèles afin de pouvoir comparer l'impact de Salmonella en fonction de l'espèce et ainsi peut-être pouvoir déterminer si cette étape est essentielle pour le devenir, la pathogénie de Salmonella. L'accès aux échantillons humains est possible grâce à la première plateforme organoïde labellisée Ibiza en France, la plateforme TOP, dont la responsable scientifique est Nathalie Vergnol et le responsable technique David Sagna. Sur la plateforme, des différentes biobanques sont disponibles, des différents segments du tube digestif, de patients sains, de patients pathologies inflammatoires et également de cancer. Il y a également une banque organoïde intestinale de patients atteints de mucoviscidose. Les modèles, bien sûr, sont principalement hommes et souris, mais comme je vous l'ai dit, nous développons le modèle intestinal aviaire et récemment, nous essayons de développer le modèle bovin. Sur la plateforme, il n'y a pas que des modèles intestinaux. Il y a également des modèles organoïdes dérivés de l'appareil reproducteur, tels que l'épididyme ou les trompes de Fallope. Et plus récemment, ils ont développé des modèles organoïdes de gencives.
Sur la plateforme, vous trouverez également un Opera Phoenix qui permet donc de faire des acquisitions comme un microscope confocal, mais par contre à haut débit, ce qui permet de faire du screening. Et si vous êtes intéressé par cet appareil, n'hésitez pas à contacter Astrid, qui est responsable de cet appareil. Comme vous en doutez, à Toulouse, nous ne sommes pas les seuls à faire des organoïdes et je vais laisser la parole à Martin, donc, qui va vous présenter cette cartographie et le groupe de travail INRAE organoïde. Merci. Donc, sur cette carte, on peut voir en fait le groupe de travail INRAE organoïdes. Donc, on peut voir qu'il y a des labos un peu partout au niveau national qui travaillent sur des organoïdes de très nombreux organes différents. Donc, l'intestin dont on a parlé, mais il y a aussi du poumon, de la peau, de la glande mammaire, du système reproducteur, du cerveau. Donc, en fait, quasiment tous les organes sont étudiés. Et la particularité de notre groupe de travail, c'est qu'il y a toutes les espèces d'élevage qui sont étudiés, pour lesquels aujourd'hui il y a des modèles organoïdes qui sont disponibles. Et donc on peut voir ici à Toulouse les différents modèles qui sont développés, déclinés chez différentes espèces. Et donc notre groupe de travail, c'est un groupe qui est ouvert. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent rejoindre le groupe, vous pouvez nous contacter. Donc, pour revenir à l'intestin, donc chez les animaux d'élevage, maintenant, les méthodes qu'on a présentées précédemment et avec les exemples qu'Agnès a présentés chez la souris, il y a des méthodes similaires qui ont été développées dans les dernières années pour les animaux d'élevage. Donc, on a écrit un article de revue à leur sujet il y a quelques années. Et en fait, maintenant, on peut voir qu'il y a des organoïdes intestinaux qui existent chez à peu près toutes les espèces d'élevage. Et donc, on a ici l'exemple du poulet. Donc, ça, c'est un travail qui est fait en collaboration avec Agnès. Et au laboratoire à Genfis, on cultive des organoïdes de lapins et de porcs. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail nos organoïdes porcins. Donc, on les génère selon les méthodes qui ont été décrites précédemment. Et on peut voir ici, pour l'intestin grêle, ces organoïdes tridimensionnels qui forment des bourgeons. Et on retrouve par microscopie confocale qu'on a une seule couche de cellules. On peut voir avec les noyaux en bleu. Ces cellules, elles sont très fortement polarisées, comme on peut le voir avec l'accumulation d'actine dans les microvillosités vers l'intérieur de l'organoïde. Et en vert, ce qu'on peut voir, c'est les jonctions serrées, donc l'occludine. Donc on va pouvoir étudier la fonction de barrière de l'intestin dans ce système. On a la présence de microvillosités et de jonctions serrées, donc certaines des ultrastructures de l'épithélium intestinal qui sont représentées, et une hétérogénéité cellulaire, avec ici par exemple une cellule sécrétrice de mucus dans ces organoïdes intestinaux porcins. Donc, on va pouvoir cryoconserver soit les cellules souches, soit les organoïdes. Donc, on a constitué au laboratoire des biobanques de ces organoïdes intestinaux porcins qui sont conservés dans l'azote liquide. Et donc, on peut faire de nombreuses expériences à partir de cette biobanque sans avoir recours à de l'expérimentation animale. Donc maintenant, on a comme l'a discuté Agnès tout à l'heure, pour avoir l'accès au pôle apical pour des questions d'infection par des pathogènes, on a la même problématique au laboratoire pour nos études d'interaction entre l'épithélium et le microbiote et ses métabolites, c'est-à-dire les petites molécules qui sont sécrétées dans l'intestin. Donc le problème, c'est que notre pôle apical de nos organoïdes est orienté vers l'intérieur de ces organoïdes porcins. Donc on peut voir ici en rouge le pôle apical. Et donc, en fait, on a difficilement accès au pôle apical dans ces organoïdes 3D. Et donc, nous, on utilise la technique qu'a décrit brièvement Agnès, où on dissocie les cellules de nos organoïdes porcins en cellules isolées et on les remet en culture sur des inserts, sur une membrane poreuse qu'on recouvre d'une fine couche de protéines de matrice extracellulaire, du collagène, ce qui nous permet d'avoir une couche de cellules qu'on peut voir ici. En quelques jours, on obtient ces tapis de cellules confluents dans lesquels on a maintenant accès au pôle apical directement pour des traitements par des composés lumineux, notamment dérivés du microbiote. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la formation, quand on les regarde du dessus, d'un réseau de protéines de jonction serrée. Donc, on peut étudier la fonction de barrière de l'intestin. Et puis, on a également diverses cellules qui sont présentes, comme on peut le voir avec ces marquages avec différents sucres ici. Donc, on a publié un article où on détaille tout le protocole pour générer ces monocouches de cellules dérivées d'organoïdes porcins. Et ce protocole, il est accompagné d'une vidéo qui montre les différentes étapes du protocole.
Donc ici, je vais vous présenter un exemple d'application de ce modèle qu'on a réalisé en collaboration avec l'unité Toxalim. Donc ici, on s'intéresse à une mycotoxine, donc une toxine produite par des champignons, le déoxynivalénol. C'est une toxine qui est présente dans l'alimentation des porcs, notamment des céréales, et qui va causer des troubles digestifs dans les élevages. Et ici, l'hypothèse qu'on a fait, c'est que le microbiote et plus particulièrement ses métabolites pourraient limiter les effets toxiques de cette mycotoxine. Et donc, on s'est intéressé plus particulièrement au butyrate, qui est un métabolite, une petite molécule qu'on voit ici, qui est produite par le microbiote lors de la fermentation des fibres. Et donc, on a fait l'hypothèse que ce métabolite du microbiote pourrait limiter les dommages causés à l'intestin par la mycotoxine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité des organoïdes porcins de jéjunum, donc une partie de l'intestin grêle, soit avec la mycotoxine, soit avec le métabolite bactérien, le butyrate, soit avec la combinaison des deux. Et dans un premier temps, je vais vous montrer un test de perméabilité qu'on a réalisé. Donc, en fait, on a mis une molécule fluorescente de 4 kDa au niveau du pôle apical des cellules et on a mesuré ensuite, après quelques heures, la fluorescence au niveau du pôle basal, ce qui est un reflet de la perméabilité de la barrière épithéliale. Et donc, sur le graphique, à droite, ce qu'on peut voir, c'est la fluorescence dans le milieu basal. Donc, par rapport au contrôle qui est à 1 avec la ligne pointillée, on peut voir qu'avec la mycotoxine en rouge, on a une très forte augmentation de cette perméabilité intestinale et que quand on a traité les cellules avec le butyrate, le métabolite bactérien, on a atténué cette augmentation. Donc, on rétablit une perméabilité plus physiologique de l'intestin grâce à ce métabolite produit par le microbiote. On a obtenu des résultats similaires quand on regarde l'expression de certains gènes avec un effet protecteur du butyrate. Donc, on a pu conclure que dans ce modèle in vitro, le butyrate permettait de réduire cette dysfonction de la barrière épithéliale induite par une mycotoxine. Donc, une des caractéristiques clés des organoïdes, c'est leur hétérogénéité cellulaire, donc la capacité à représenter différents types cellulaires, ce qui n'est pas le cas dans les lignées cellulaires classiques. Et donc ici, c'est un travail qu'on a fait chez le lapin avec des organoïdes intestinaux de lapin qu'on génère selon les techniques décrites précédemment. Et donc ici, en collaboration avec l'unité mathématiques et informatique appliquée de Toulouse, et dans le cadre de la thèse de Tania Malonga, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une technologie de transcriptomique à l'échelle de la cellule unique, donc pour savoir quels gènes sont exprimés par chacune des cellules qui sont présentes dans les organoïdes ou dans l'intestin in vivo, pour comparer les deux systèmes. Donc le principe, en fait, c'est qu'on dissocie nos cellules en cellules isolées, donc nos organoïdes ou nos tissus intestinaux en cellules isolées. On les injecte dans une machine microfluidique et les cellules vont rencontrer des billes. Donc sur ces billes, il y a des codes barres nucléotidiques. Et il va y avoir ensuite un microcanal avec de l'huile, ce qui va entraîner la formation de gouttelettes qui vont contenir une seule cellule et une seule bille avec un code barre. Et de cette manière, on va pouvoir avoir accès au profil d'expression de gènes de chacune des cellules qui sont présentes dans nos échantillons. Donc, ça génère des données de très grande dimension. Donc, c'est pour ça qu'on a cette collaboration avec ce laboratoire de mathématiques. Et donc, je vous présente d'abord les résultats in vivo, donc sur le profil d'expression de gènes dans l'épithélium intestinal du lapin. Donc, sur cette représentation, on peut voir des points qui correspondent en fait au profil d'expression de gènes de chacune des cellules de notre échantillon. Plus elles sont proches, plus elles se ressemblent d'un point de vue expression de gènes. Et on a coloré les cellules par type cellulaire. Donc, on peut voir des cellules souches. Donc, on reconnaît sur la base du profil de certains gènes marqueurs, des cellules en prolifération, des cellules absorbantes qui existent selon un gradient de différenciation, et des cellules sécrétrices de mucus ou d'hormones. Donc ça, c'est la situation in vivo. Maintenant, on va regarder dans les organoïdes quel est le profil d'expression de gènes des différents types cellulaires. Donc là, on travaille d'abord sur des monocouches de cellules d'organoïdes. Et sur la même représentation, on peut voir qu'on retrouve des cellules souches et des cellules en prolifération qui ont un profil d'expression de gènes qui est très similaire. On a aussi des cellules absorbantes qui existent selon un gradient de différenciation, mais on voit qu'elles ne sont pas positionnées tout à fait au même endroit sur le graphique, ce qui indique qu'il y a des petites différences. Ah, pardon. C'est original. Donc, en fait, on peut voir ici que les cellules absorbantes, elles n'ont pas exactement le même profil d'expression de gènes, probablement parce qu'en fait, il y a des éléments de l'environnement intestinal qu'on ne reproduit pas dans nos organoïdes. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est qu'on ne retrouve pas du tout dans ces conditions nos cellules sécrétrices, productrices de mucus ou d'hormones, qui devraient se situer ici, et on n'en a pas du tout.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé une autre condition de culture, qui est la culture en interface air liquide. Donc, c'est-à-dire qu'on a enlevé le milieu de culture au niveau du pôle apical des cellules, de manière à améliorer l'oxygénation des cellules, parce qu'on sait que l'oxygénation des cellules, c'est un facteur très important pour leur physiologie et leur différenciation. Et effectivement, dans ces conditions-là, on a réussi à retrouver in vitro, dans ces organoïdes dérivés d'intestin de lapin, des cellules sécrétrices de mucus qui ont un profil d'expression de gènes très similaire à celui observé in vivo, ainsi que quelques cellules productrices d'hormones. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut travailler pour améliorer nos modèles organoïdes pour qu'ils ressemblent davantage à la situation in vivo, pour que ces modèles soient plus pertinents. Maintenant, il y a beaucoup de limites des organoïdes intestinaux. Tout d'abord, en fait, nos cultures d'organoïdes, elles sont statiques et uniformes, alors qu'en fait, in vivo, l'environnement intestinal est extrêmement dynamique. Il y a des écoulements de fluides, il y a de nombreux gradients, en particulier un gradient d'oxygène. Le tissu est exposé à des niveaux d'oxygène beaucoup plus élevés que dans la lumière de l'intestin, où c'est principalement anaérobie. Il n'y a pas d'oxygène, ce qui permet la colonisation par le microbiote, qui est composé de bactéries majoritairement anaérobie stricte. Et il y a également l'application de forces mécaniques sur l'intestin. Et donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui vont être déterminants pour la physiologie de l'intestin. Donc, il y a des nouveaux systèmes qui ont été développés dans les dernières années. On appelle des intestins sur puces. Donc, en fait, c'est des puces avec des systèmes microfluidiques qui vont permettre d'intégrer des écoulements de fluides, reproduire certaines caractéristiques architecturales des tissus. On va pouvoir appliquer dans ces systèmes microfluidiques des forces mécaniques, des gradients, notamment des gradients d'oxygène, ce qui va permettre la coculture, particulièrement avec les bactéries du microbiote. Donc, au laboratoire, on s'intéresse en particulier à modéliser actuellement le micro-environnement des cryptes épithéliales pour reproduire cette distribution des différents types cellulaires dans l'axe de la crypte. Donc, ici, on a la situation in vivo qu'on voudrait reproduire, donc c'est chez le porc, qu'on voudrait reproduire dans nos organoïdes. Et donc, en fait, on pense que dans un premier temps, cette topologie des cryptes épithéliales, leur forme, elle est essentielle pour reproduire donc, la différenciation de ces différents types cellulaires dans l'espace. On sait que cette distribution des différents types cellulaires est guidée par des gradients biochimiques, notamment de facteurs de prolifération qui sont beaucoup plus actifs au niveau du fond des cryptes. Et on pense que c'est particulièrement important de mimer ces facteurs parce qu'en fait, in vivo, les cellules souches, elles sont protégées des composés qui sont présents dans la lumière de l'intestin. Et donc, pour mimer l'exposition physiologique et la protection des cellules souches, on a besoin de reproduire cet environnement intestinal. Donc, c'est dans ce contexte qu'on développe un intestin sur puce porcin. Donc, dans le cadre d'une collaboration avec Laurent Malaquin du LAS au CNRS et Audrey Ferrand de l'INSERM à l'I2MC. Donc, le dispositif qu'ils ont développé initialement, c'est en fait, c'est un cadre sur lequel il y a deux lamelles de verre. Et entre les deux lamelles de verre, on va mettre un hydrogel donc, qui est fait de polyacrylamide, ce qui nous permet de contrôler la rigidité du tissu. Et on rajoute du collagène, ce qui permet aux cellules d'adhérer. Et on va aller mouler des formes de cryptes épithéliales aux dimensions observées in vivo. Et ensuite, on va intégrer cet hydrogel moulé dans la puce, auquel sont inclus des flux au niveau apical et au niveau basal. Et donc, dans le cadre de la thèse de Rémi Centrès au laboratoire, on ensemence des cellules de nos organoïdes porcins dans ce système de puces. Et dans des données préliminaires, nous sommes parvenus, donc pour la première fois chez le porc, à générer des cryptes épithéliales donc colonisées par des cellules d'organoïdes porcins, qui ont la forme et la dimension des cryptes épithéliales observées in vivo, donc environ 300 micromètres. Et donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de caractériser ce modèle. Donc ici, on a une représentation schématique de la crypte. Et donc si on regarde sur le dessus de la crypte, avec une vue du haut, on peut voir nos différentes cryptes épithéliales. En noir, c'est l'intérieur des cryptes. Et on peut voir qu'il y a une hétérogénéité cellulaire, avec en vert des cellules sécrétrices qui sont présentes en fait principalement à la surface de l'épithélium, alors qu'on ne retrouve pas ces cellules au fond des cryptes, comme on peut le voir ici sur ces coupes transversales. Donc ce modèle d'intestin sur puce, il nous permet de reproduire certaines des caractéristiques de l'organisation de l'épithélium intestinal porcin, comme on peut le voir ici sur cette reconstruction en 3 dimensions. On ne voit pas très bien dans la salle. Donc, les prochaines étapes pour cet intestin sur puce, ça va être d'intégrer les écoulements fluidiques avec la perfusion de milieux différenciés au pôle basal et au pôle apical pour établir des gradients de facteurs de croissance ou de composés luminaux, par exemple des métabolites du bactérien ou des toxines.
On est en train d'essayer aussi d'intégrer le système immunitaire dans ces modèles d'intestin sur puce. Et à plus long terme, on voudrait intégrer les bactéries du microbiote, mais qui présentent la difficulté d'être très sensibles à l'oxygène, puisqu'elles sont anaérobies souvent strictes. Et donc, c'est dans ce contexte que Agnès va vous présenter les travaux qu'ils ont commencé sur les co-cultures avec des bactéries anaérobies. Pourquoi nous souhaitons développer un système de co-culture? Comme vous l'avez vu au début, je m'intéresse donc à une entérobactérie qui s'appelle Salmonella et plus particulièrement à un facteur de virulence dont l'expression est dépendante du quorum sensing, c'est-à-dire de la communication avec d'autres bactéries autres que Salmonella. Donc, ça signifie que l'expression de mon facteur de virulence est dépendante donc, du microbiote. Donc, pour pouvoir étudier la fonction de ce facteur de virulence, j'ai mis en place donc, un projet de co-culture d'un épithélium intestinal en présence de microbiote. Alors, quand j'ai initié ce projet, j'ai d'abord regardé les puces qui étaient commercialisées et très rapidement, je me suis heurtée au problème qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de contrôle précis du niveau d'oxygène dans les différentes chambres. Il n'y avait pas de facteurs. Et donc, du coup, avec l'aide de Pierre Lérol, qui est expert en microfluidique, pardon, nous avons décidé de designer notre propre puce, donc, qui consiste à cultiver donc, des organoïdes intestinaux en monocouche sur une membrane poreuse. Et cette membrane permet donc de séparer deux chambres. La chambre du côté apical où nous pourrons ajouter les bactéries en absence d'oxygène et une chambre du côté basolatéral où nous pourrons injecter un flux contenant de l'oxygène afin de vraiment mimer le gradient d'oxygène qui est présent au niveau de l'intestin. Et ensuite, dans le futur, nous envisageons d'ajouter des cellules immunitaires du côté apical. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, au laboratoire, nous maîtrisons la culture d'épithélium intestinal en monocouche. Ici, je vous ai représenté un épithélium intestinal humain en culture statique et en présence d'oxygène. La question est qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on va mettre cet épithélium intestinal en absence d'oxygène, puisque cette étape est nécessaire pour favoriser l'interaction avec le microbiote. Donc, nous avons mis cet épithélium intestinal humain différencié en absence, donc en anaérobie, et nous avons mimé le flux pendant 3 jours. Ici, vous avez les mesures de TER qui permettent de mettre en évidence qu'au bout de ces 3 jours de culture, nous observons une augmentation donc, de la TER qui démontre donc notre monocouche d'épithélium est bien différenciée. Et lorsqu'on regarde cet épithélium en microscopie optique, comme vous pouvez l'observer ici, on observe une production plus importante de mucus par rapport aux conditions statiques et en présence d'oxygène. Et cette production de mucus a été confirmée par marquage de MUC2, qui est un marqueur donc, de la mucine 2 qu'on retrouve au niveau du mucus. Et comme vous pouvez l'observer sur ces images de microscopie confocale, on confirme donc l'augmentation de production de mucus. Donc,
Dans ces données préliminaires, nous mettons en évidence que nous arrivons à maintenir un épithélium intestinal différencié pendant 3 jours en conditions anaérobie où on mime le flux. Qu'est-ce qu'il en est du microbiote? Alors, en parallèle, au laboratoire, un modèle de culture a été développé qui consiste à utiliser des picots que l'on recouvre de mucine pour mimer l'épithélium intestinal. Et lorsqu'on cultive donc, ces picots en présence donc, de microbiote en absence d'oxygène et en mimant le flux, nous sommes capables d'induire l'adhésion et les bactéries sont capables donc de se multiplier et d'adhérer donc à cette mucine. Dans notre modèle, il a été vérifié que la diversité, les différentes familles des bactéries initialement présentes dans l'échantillon de départ est bien retrouvée. Donc, ce que nous avons essayé de mettre en place récemment, c'est ce modèle de culture, mais dans le milieu de différenciation de nos organoïdes. Puisque pour pouvoir faire l'aquaculture, il faut pouvoir les cultiver dans le même milieu de culture. Donc, nous avons réussi à observer donc, de l'adhésion bactérienne donc, dans ce modèle en présence de milieux de différenciation. Nous avons pu également mettre en évidence une réplication des bactéries. Il ne nous reste plus qu'à démontrer que nous retrouvons la diversité des différentes familles bactériennes de l'échantillon du départ. Donc, bien sûr, ces données sont préliminaires, mais nous avons donc bon espoir de pouvoir co-cultiver l'épithélium intestinal avec une communauté microbienne prochainement. Notre modèle sur puce est basé sur… notre modèle sur puce actuellement repose sur l'utilisation d'une membrane poreuse qui ne représente absolument pas la structure de la crypte et également le tube que constitue l'intestin. Donc, toujours en collaboration avec Pierre Lérol de l'Institut Tonique, nous travaillons sur un support en microfibre bio-imprimable. Donc, l'idée est d'imprimer ce support afin de mimer la structure de la crypte et également le tube de l'intestin. En données préliminaires, nous avons pu mettre en évidence que les cellules intestinales donc, dérivées des organoïdes étaient capables d'adhérer et de se multiplier sur ces microfibres. Mais à l'heure actuelle, nous travaillons sur la taille, l'espace entre ces microfibres pour pouvoir obtenir un tapis un monolayer confluent à l'intérieur du tube qu'on pourra ensuite placer dans notre puce. Voilà, et je vais laisser Martin pour conclure. Voilà, c'est la dernière diapo. Donc, pour conclure, on vous a montré que les organoïdes intestinaux ils permettent de reproduire à la fois la structure, l'hétérogénéité cellulaire et certaines des fonctions de l'épithélium intestinal. Donc, on a vu qu'il y a des méthodes qui sont aujourd'hui disponibles pour cultiver des organoïdes intestinaux humains pour les espèces modèles comme la souris, mais également pour la plupart des espèces domestiques d'élevage. Ces organoïdes intestinaux, on a vu quelques exemples d'applications, notamment pour étudier des pathogènes entériques, le microbiote et ses métabolites et des toxines alimentaires, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres applications envisageables. Et les exemples de travaux qu'on vous a montrés sur le développement des organes sur puce permettra de mimer plus fidèlement la complexité de l'intestin. Mais il faut reconnaître que c'est des travaux qui sont encore largement en développement, ce n'est pas encore en routine.
Et l'amélioration notamment des systèmes de co-culture sera essentielle pour pouvoir étudier ces interactions entre l'épithélium et les bactéries anaérobies du microbiote. Ça, c'est encore un verrou qui reste dans le domaine. Et donc, globalement, ces expérimentations avec les organoïdes, elles vont nous permettre de réduire efficacement l'expérimentation animale. Mais c'est très important de garder à l'esprit que tous les résultats qu'on va obtenir sur des organoïdes devront ensuite être validés in vivo pour prendre en compte toute la complexité de l'organisme en interaction avec son environnement. Merci beaucoup et on est disponible pour répondre à vos questions avec Agnès.